Chaque année, entre 100 et 200 millions de personnes reçoivent un soutien matériel grâce à l'aide humanitaire. Mais à l'heure du Covid-19, du réchauffement climatique et des récents conflits armés, eh bien, la manière de faire de l'humanitaire d'aujourd'hui est-elle la même qu'hier? Quels sont les nouveaux défis à relever et comment s'y adapter? C'est le thème de notre grand angle. Et pour en parler avec nous, Pierre Micheletti, président d'Action contre la faim. Vous sortez en septembre d'ailleurs un livre qui s'appelle 0,03%. On aura l'occasion d'en reparler, dans lequel vous appelez justement une réforme de l'aide humanitaire internationale. Et puis en plateau également avec nous, Pierre Mandiara de Médecins sans frontières. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de 64 minutes. Je me tourne vers vous, Pierre Micheletti, déjà pour parler de ce livre une seconde, dans lequel, donc, je disais, vous appelez à une réforme de l'aide humanitaire internationale. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre qui sort en septembre? Ça répond à votre préambule, c'est-à-dire que parmi les différents enjeux que je repère aujourd'hui pour le mouvement humanitaire, il y en a un qui est crucial et qui sera renforcé par la crise du Covid-19, c'est celui de son financement. On a, au profit des 200 millions de personnes que vous évoquiez, une enveloppe annuelle sur la gestion des crises d'environ 30 milliards de dollars. Ces 30 milliards viennent pour 2/3 des gouvernements, pour 1/3 des particuliers. Et il manque régulièrement à l'appel 10 milliards de dollars. Donc un des premiers enjeux, c'est sécuriser les enveloppes financières pour faire face aux crises. Et je vous propose d'écouter justement Mark Lowcock, c'est le coordinateur humanitaire de l'ONU. Il va dans votre sens. Près de 168 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire et d'une protection, ce qui représente environ une personne sur 45 dans le monde. C'est le chiffre le plus élevé depuis des décennies. La situation va continuer à se détériorer, à moins que le changement climatique et les causes profondes des conflits ne soient mieux prises en compte. Pierre Mandiara, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, la multiplication des zones de conflit, et notamment les conflits à l'intérieur même des pays, alors qu'avant il y avait davantage de conflits, on va dire, entre différents pays. C'est une bonne nouvelle, ça? Non, davantage de conflits, non, c'est rarement une bonne nouvelle. C'est difficile de comparer quand même, d'une période à l'autre, et de dire qu'il y a aujourd'hui davantage ou plutôt moins. Il y a aussi des chiffres qui disent qu'il y a moins de blessés, il y a moins de conflits que par le passé. Il y a moins de personnes qui souffrent de malnutrition de manière très globale, mais c'est des chiffres très difficiles à comparer les uns aux autres. Et puis, bon, en Médecins sans frontières, on n'a pas non plus une ambition, si vous voulez, de santé publique au niveau mondial ou d'adresser ces problèmes avec une approche globale. Je dirais ce qui a beaucoup changé dans certaines régions du monde, au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest en particulier en ce moment, pour notre capacité d'opérer, ce sont l'apparition de groupes transnationaux, de groupes djihadistes en particulier, qui ont une approche totalitariste, plus forte peut-être que n'importe quel autre groupe dans le passé, ou même États, à l'exception de quelques États quand même, comme on peut citer la Corée du Nord où on n'arrive pas à travailler, ou encore l'Érythrée, qui font que il n'y a pas tellement de place pour une action humanitaire indépendante, on va dire, dans les territoires qu'elle contrôle aujourd'hui, forcé de le constater. Eh ben, on va revenir justement sur ce thème dans un instant, mais je voudrais qu'on garde un sujet ensemble. Et je rappelle, 115 humanitaires ont été tués à travers le monde depuis 2013. 5 au Nigeria, c'était en juillet dernier, tués par des djihadistes, dont un salarié de l'ONG Action contre la faim. Avant de parler de ce thème, regardez ce sujet, il est signé Oumi Diallo. Famille, amis, collègues, tous sont réunis pour un dernier hommage. Après le meurtre de 5 humanitaires, leurs proches sont en état de choc. Mais en dépit de la souffrance, pas question de céder à la haine. Qu'Allah lui accorde le paradis, qu'Allah accorde sa miséricorde et le réconforte. Ce qui est arrivé est la volonté d'Allah et je n'ai aucune rancune contre personne. Ces meurtres de leurs enfants sont l'œuvre de terroristes affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Les 5 hommes étaient retenus en otage depuis début juin. Et leur assassinat filmé a été mis en ligne. Abdulrahman était notre cher collègue et frère. Nous avons vécu en paix avec lui. J'exhorte tous nos collègues et parents à le mettre dans leurs prières. Et nous demandons une protection pour nous, qui sommes encore en vie.
En vie, pour combien de temps encore? L'ONU estime que plus de 10 millions de personnes requièrent une aide d'urgence dans la région. Mais violence et insécurité poussent chaque jour un peu plus les humanitaires vers la sortie. Pierre Micheletti, les humanitaires sont de plus en plus en danger sur le terrain. Alors c'est peut-être le deuxième problème qu'on pourrait évoquer à côté du problème financier. Je ne sais pas s'ils sont plus en danger parce que ce que montrent les chiffres, c'est que on n'a pas en valeur absolue des progressions très importantes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les chiffres de votre reportage parce que, à ma connaissance, pour la seule année 2018, il y a eu 131 morts dans les différentes organisations humanitaires, avec, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter, une assez forte asymétrie entre le nombre de personnels locaux et le nombre d'expatriés dans ces 131 personnes. Mais oui, il y a des pays qui sont connus pour être accidentogènes en particulier. On sait aujourd'hui que la Syrie, l'Afghanistan, le Soudan du Sud, la Centrafrique sont des pays particulièrement à risque, mais il n'y a pas un mouvement de fond qui généraliserait l'insécurité à l'ensemble des théâtres d'intervention des humanitaires. Pierre Mandiara, est-ce que les belligérants sur le terrain, ils voient des fois les humanitaires comme des ennemis, alors qu'avant, les humanitaires étaient relativement protégés? Alors je pense pas, on ne constate pas, c'est ce que dit Pierre Micheletti, on ne constate pas que les humanitaires étaient plus protégés avant qu'aujourd'hui. On est arrivé à la conclusion que les humanitaires sont tolérés lorsqu'ils servent les intérêts des groupes qui contrôlent une certaine zone. Est-ce que aujourd'hui c'est moins ou plus le cas qu'avant? Je dirais qu'il y a le phénomène de l'État islamique. Sur les territoires qui contrôlent ou sur les territoires qui peuvent impacter et où ils peuvent toucher nos équipes, clairement, ça pose d'énormes problèmes de difficultés. Mais enfin, si on regarde par exemple l'exemple de la Syrie, c'est aussi, en ce qui concerne Médecins sans frontières, du fait de l'aspect aussi totalitaire de l'État de Damas, qui fait que nous n'avons jamais pu opérer de manière satisfaisante. Et d'ailleurs, nous sommes persona non grata sur tous les territoires contrôlés par le gouvernement de Damas. Donc, pas forcément plus, mais certainement aujourd'hui des conflits sur lesquels effectivement l'humanitaire ne peut pas intervenir. Pierre Micheletti, vous n'êtes pas tendre avec l'ONU dans votre livre et sur le rôle que l'organisation joue sur la scène internationale. Pourquoi est-ce que vous avez ce focus sur l'ONU? C'est un des problèmes de fond. Donc, il y a trois grandes familles d'acteurs humanitaires. Il y a des agences spécialisées des Nations Unies, les organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières ou Action contre la faim et tout le mouvement de la Croix-Rouge. Il y a une caractéristique pour les agences des Nations Unies, c'est qu'elles sont très dépendantes de la commande politique et en particulier du rôle du Conseil de sécurité. Et pour faire un parallèle, mais qui mérite quand même le détour, si on prend ce qui vient de se passer au Conseil de sécurité concernant l'OMS, on voit bien comment cette organisation transnationale a été prise en sandwich entre la Chine et les États-Unis et finalement a été manipulée par le politique. Eh bien, il arrive qu'il en soit de même pour les humanitaires. L'Afghanistan, qui a été le berceau d'une grande partie des humanitaires français, a été emblématique de ça. Emblématique d'une situation où la coalition a cherché à utiliser les intervenants humanitaires pour pacifier le terrain au profit du gouvernement afghan contre les talibans. Donc vous voyez bien que dans ce type de situation, les organisations des Nations Unies nous mettent dans des positions parfois compliquées, ou sont elles-mêmes comme bras du Conseil de sécurité dans des positions compliquées. Pierre Mandiara, on va revenir sur un sujet un peu d'actualité, le Covid-19. Comment vous avez dû vous adapter et adapter les équipes sur le terrain face à cette épidémie? Est-ce que c'est compliqué maintenant de travailler depuis ce virus? Bon, ça a été très dur de s'adapter en un temps record, puisque nous, comme à peu près personne d'autre, on a beaucoup anticipé cette pandémie. Pourquoi ça a été très dur? D'une part, nous avons été bloqués dans ce qui sont deux modes d'action principaux de nos interventions dans le monde, qui est de projeter des équipes, d'envoyer des équipes, et puis de les faire tourner aussi, pour qu'il y ait des collaborations entre les équipes internationales et les équipes nationales sur nos terrains, et puis d'envoyer de l'équipement, du fret, et puis un savoir-faire aussi. Ça a beaucoup freiné votre activité? Ça a énormément freiné notre activité, et notre capacité d'ailleurs aussi à acheter du matériel de protection pour protéger nos équipes, et puis démarrer de nouveaux programmes, c'est-à-dire ouvrir des centres Covid, et à peu près partout dans le monde. C'est la première fois dans l'histoire, dans notre courte histoire de 50 ans bientôt,
que nous avons tenté de faire des opérations d'urgence, c'est-à-dire d'ouvrir en urgence des centres de prise en charge du Covid dans tous nos pays d'intervention, ou peu s'en faut, c'est-à-dire sur les 72 pays, peut-être sur 50, 60 pays. Donc à la fois un objectif de beaucoup de projections opérationnelles et puis des énormes contraintes, comme jamais aussi là dans notre histoire. Donc ça a été dur. On a peut-être passé le plus dur à la faveur, je dirais, certaine renormalisation et d'une reprise du trafic aérien en particulier, et puis d'une amélioration aussi peut-être de notre part, de notre savoir-faire pour cette maladie-là en particulier. Et juste très rapidement, quand des opérations comme ça sont mises entre parenthèses, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Vous avez des relais locaux, comment ça se passe? Alors, elles n'ont pas été... Les opérations n'ont pas été mises entre parenthèses. On a été obligé d'arrêter certaines opérations très spécifiques, par exemple, des pays, j'ai en tête un projet de chirurgie pédiatrique au Libéria, qui dépend de notre capacité à envoyer des chirurgiens pédiatres qui viennent de l'étranger. Celui-là, à un moment donné, il a fallu le suspendre parce que nous n'avions pas cette spécialité-là à pouvoir, cette compétence à pouvoir envoyer. Mais pour autant, nos programmes fonctionnent avec, à 95% avec du personnel qui est recruté localement. Et puis, au moment où, on va dire, le confinement global nous surprend, nos équipes sont déjà sur le terrain. Ouais. Donc, il se pose des problèmes de faire tourner les équipes, celles qui devaient finir leur programme, celles qui doivent rentrer pour X ou Y raison. Mais il n'y a pas eu comme ça une suspension immédiate de nos activités. Non, ça n'a pas été le cas. Pierre Micheletti, j'ai une dernière question à vous poser qui vous concerne un peu plus directement avec votre ONG. Quel est l'impact du changement climatique sur le problème de la nutrition et de votre action sur le terrain? Et justement, quelles solutions vous amenez de plus en plus et comment on s'adapte justement à ce changement? Pour Action contre la faim, c'est une problématique centrale pour deux raisons, par deux mécanismes intriqués. D'abord parce que le réchauffement climatique, si on prend l'exemple de la bande sahélienne, il a pour corollaire une baisse des rendements agricoles. Donc c'est une première conséquence directe pour les populations locales. La deuxième conséquence, c'est qu'il va modifier les comportements de certains agriculteurs, changer les circuits des pasteurs avec leurs troupeaux, et donc générer de la conflictualité entre les nomades et des populations de paysans sédentaires. Donc on a l'effet direct. Il y a des conséquences en fait. Il y a des conséquences parce que du coup, en changeant leurs pratiques agricoles, ce sont des populations qui vont rentrer en conflit dès lors que les troupeaux vont se mettre à passer sur des territoires où ils ne passaient pas, à des moments où ils ne passaient pas. Merci à tous les deux d'être revenus sur notre plateau. Pierre Mandiara de Médecins sans frontières et puis Pierre Micheletti, donc vice-président d'Action contre la faim. Et puis je rappelle votre essai qui va sortir en septembre, s'appelle 0,03%, qui appelle à une réforme de l'aide humanitaire internationale. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes.